Voilà, donc c'est un plaisir de vous accueillir tous pour la conférence de notre membre de ce centre de recherche, le SODRUS, jeune chercheur et tout récemment docteur, Loïc Bizel. Loïc est le coordinateur de la chaire de recherche droit, religion et laïcité de l'Université de Sherbrooke, une chaire dirigée, dont le titulaire est le professeur David Coussens, mais c'est aussi un jeune chercheur déjà largement investi pour la collectivité, lui qui a été président de l'Arctus, l'association étudiante pour l'étude du religieux contemporain et la théologie, et membre du comité de direction du REMDUS, regroupement des étudiants de maîtrise et de doctorat de l'Université de Sherbrooke. Il est aussi le créateur et l'animateur du balado Religio, dans lequel il reçoit des experts du fait religieux. Alors, je désactive le micro des participants qui arrivent, voilà. Donc, il est aussi le créateur, je disais, l'animateur du balado Religio, dans lequel il reçoit des experts du fait religieux et de la diversité, dans leurs différentes dimensions. Balado que vous trouverez en ligne sur notre site et puis sur toutes les bonnes plateformes de diffusion de ce genre de format. Il est également, parce que Loïc ne s'arrête pas là, il est également le coordinateur du congrès biennal de la SQER, Société québécoise pour l'étude de la religion, qui se tiendra à l'Université de Sherbrooke en mai prochain, réunissant la communauté québécoise des chercheurs sur le religieux au sens très très large du terme. Loïc a présenté il y a quelques semaines son travail de thèse préparé au Centre d'études du religieux contemporain sous le titre L'impossible gay, être prêtre catholique et homosexuel au Québec. Et ce sont ces résultats qu'il nous présente aujourd'hui. Loïc, tu as la parole. On a 1 heure et demie, on a jusqu'à 1 heure et demie, donc tu gères toi-même ta présentation, on aura un temps d'échange après ça. C'est parfait. Bah, écoutez, merci beaucoup. Déjà, merci beaucoup, Sarah, pour tes mots. Puis, merci à toute l'équipe du Sodrus pour l'organisation là, de ce webinaire. Puis, merci à vous toutes et tous de vous être connectés ce midi. Donc, je vais effectivement présenter les résultats de ma recherche doctorale, dans laquelle je me suis intéressé donc à la négociation identitaire de prêtres catholiques homosexuels au Québec. Puis au cours de cette recherche, j'ai cherché à comprendre comment ces prêtres construisent une cohérence identitaire en dépit des contradictions apparentes entre leur vocation religieuse et leur orientation sexuelle. Alors en fait, pour ouvrir cette présentation, j'aimerais m'appuyer sur une actualité récente. En fait, le 9 janvier 2025, la conférence épiscopale italienne a publié un document intitulé La formation des prêtres dans les églises d'Italie, orientation et normes pour les séminaires. Alors ce texte de 78 pages, il a été validé par décret du Vatican et il établit des directives pour le discernement des candidats à la prêtrise. Puis une phrase a en particulier retenu l'attention, que je vous ai mis ici à l'écran. Le discernement ne doit pas se réduire aux tendances homosexuelles, mais s'inscrire dans une vision globale de la personnalité du candidat. Alors cette ouverture apparente, en tout cas, elle est immédiatement nuancée par une clause restrictive que là aussi je vous ai mis à l'écran. L'Église, je cite, tout en respectant profondément les personnes en question, ne peut pas admettre au séminaire ou dans la prêtrise ceux qui pratiquent l'homosexualité, présentent des tendances homosexuelles profondément enracinées ou soutiennent la soi-disant culture gay. Fin de citation. Donc là, en clair, ce qu'on peut comprendre, c'est que l'homosexualité, elle peut être tolérée chez un candidat à condition qu'elle reste invisible et non revendiquée. Et finalement, en fait, ces directives, elles révèlent un paradoxe profond au cœur de l'institution catholique, à savoir que d'un côté, ces directives reconnaissent implicitement la présence d'hommes homosexuels dans le clergé catholique en autorisant leur ordination sous condition. Et de l'autre, en fait, elle leur impose une double contrainte, celle de dissimuler leur orientation sexuelle et celle d'incarner publiquement les normes morales prônées par l'Église qui condamnent fermement l'homosexualité. Alors cette tension, elle illustre finalement une gestion institutionnelle qui tolère l'homosexualité uniquement dans la mesure où elle reste invisible, ce qui confirme ainsi donc une logique de contrainte et de silence. Donc en fait, en somme, ces directives,
elle réaffirme une double impossibilité. D'abord, celle d'être un prêtre catholique homosexuel, car leur orientation doit être niée et dissimulée pour rester compatible avec les attentes institutionnelles. Ensuite, et peut-être même en fait plus encore, celle d'être un prêtre catholique gay, car le modèle identitaire gay, il repose sur la visibilité, sur l'affirmation, autant de dimensions donc qui sont en totale contradiction avec les injonctions de discrétion qui sont imposées par l'Église. Loïc, Parce que comme excuse-moi de le... t'interrompre. Excuse-moi de Oui? t'interrompre. Est-ce que tu peux passer la présentation en pleine page? Demande une de nos participants. Ah oui, pardon. Ouais, je vais. Est-ce que là c'est bon pour vous? Est-ce que est-ce que le partage est en pleine page? Bon, je vous vois pas, j'imagine que oui. Oui, Euh, Pardon, oui, oui, bien sûr, oui? excuse-moi. Ok, Oui, oui. ok, On te faisait des signes, mais oui. parfait. Ah oui, bon, là je vous vois plus. Euh, et donc en fait voilà, comme je le disais. euh, Comme le souligne Michel Foucault, l'identité gay ne saurait se résumer à la seule homosexualité, mais la transcende. En fait, Michel Foucault, comme je vous l'ai mis à l'écran, parle d'un acharnement même à devenir gay, insistant sur l'idée que l'orientation sexuelle doit être performée socialement et culturellement pour atteindre une pleine expression de soi. Donc ce modèle, il entre largement en écho avec les discours de libération gay qui valorisent le coming out, la transparence, la fierté identitaire, non, ce qui entre finalement frontalement en conflit avec les normes de l'Église. Et en fait, en exigeant des prêtres homosexuels qui dissimulent leur orientation sexuelle, l'institution catholique rend donc incompatible leur vocation sacerdotale avec une identité pleinement revendiquée. Donc ces tensions identitaires qui semblent en tout cas inhérentes à la condition des prêtres homosexuels, ils ont constitué finalement en fait le fil conducteur de ma recherche. Je me suis demandé comment appréhender le parcours de ces prêtres catholiques homosexuels dans le Québec contemporain. Donc en fait, cette question, elle s'inscrit dans un contexte où la figure du prêtre catholique tend à devenir de plus en plus une figure énigmatique en raison de ce que Daniel Hervieux-Léger, la sociologue Daniel Hervieux-Léger, explique comme l'épuisement d'une identité qui a perdu son ancrage dans une culture commune. Donc en fait, ce caractère énigmatique, il est aussi renforcé par les soupçons qui entourent la figure du prêtre, focalisés notamment autour de ses comportements atypiques en matière de genre et de sexualité, révélant en fait ainsi un secret institutionnel longtemps gardé, celui du placard que l'institution cléricale a pu implicitement représenter dans les sociétés occidentales. Et donc finalement, l'objectif de ma thèse, ça a été d'essayer de comprendre euh, et d'analyser comment est-ce que dans le Québec contemporain, des prêtres catholiques homosexuels vivent leur double condition de prêtre et d'homosexuel et construisent donc des cohérences dans leur parcours et deviennent, le cas échéant, pleinement gays. Donc, en fait, dans ma thèse, je me suis attaché à décrire les stratégies développées pour négocier leurs trajectoires identitaires pour ces prêtres que j'ai rencontrés dans un contexte québécois marqué à la fois par la sécularisation, et la visibilité accrue des communautés gays. Alors, je vais revenir rapidement sur l'approche théorique que j'ai suivie pour mener à bien ce projet. Donc, en fait, finalement, dans ma thèse, je me suis attaché à suivre une approche inspirée par des apports de la sociologie interactionniste, en mobilisant notamment la notion de carrière, notion qui a été développée initialement par Hughes, puis Becker. En fait, le parcours de ces prêtres, je l'ai conceptualisé comme une carrière sacerdotale homosexuelle. Puis je l'ai analysé comme un processus donc, de transformation identitaire marqué par de nombreuses bifurcations. Alors rapidement, cette notion de carrière, elle a l'avantage d'appréhender les parcours individuels comme une succession de séquences ordonnées, influencées par divers contextes et interactions. En fait, cette approche, elle permet de prendre en compte les multiples variations d'un parcours identitaire, ce qui permet de retracer les carrières biographiques en distinguant des phases dans un parcours, phases qui sont elles-mêmes composées de différents moments ou différentes étapes.
Alors, initialement, le concept de carrière, tel qu'il avait été conceptualisé par Becker, il a permis d'explorer des parcours dits déviants vis-à-vis des normes sociales, en centrant l'analyse sur le sens que les individus attribuent à leurs expériences, tout en restant proches de leur discours. Alors c'est sûr qu'en raison de l'influence historique de l'Église catholique au Québec, il peut sembler difficile d'appréhender la figure du prêtre catholique par le prisme de la déviance interactionniste. Mais pourtant, en fait, la formation sacerdotale, elle engage l'aspirant au sacerdoce dans une rupture avec le monde profane, ce qui est comparable finalement au passage à travers le miroir que décrivent Hughes et Becker, ce qui construit finalement une identité en dehors de l'ordre social dominant. Donc en fait, en se conformant aux attentes religieuses, les prêtres adoptent un mode de vie spécifique, marqué notamment par la continence, par une lexis corporelle spécifique, un langage particulier, autant d'éléments qui viennent structurer profondément leur quotidien jusqu'à finalement produire un habitus sacerdotal. Puis cet habitus, il montre bien à quel point le prêtre catholique est conçu comme un homme particulier, qui a priori donc ne partage pas les mêmes caractéristiques qu'un homme laïque, puis qui se singularise aussi par le modèle de masculinité que performent les religieux. Alors de ce point de vue, le prêtre catholique est bien un déviant au sens interactionniste du terme. Ce sont des hommes sacrifiés, leur plus grand sacrifice étant sûrement celui de la sexualité, participant donc ainsi à la construction historique d'un regard collectif euh, désexualisant, dégenrant, sacralisant les prêtres. Alors moi, dans ma recherche, je n'ai pas cherché à expliquer pourquoi est-ce que ces individus deviennent prêtres, mais plutôt de contextualiser leur engagement à la lumière de leur subjectivité homosexuelle et du contexte social et politique qui a pu influencer leur choix. Donc finalement, s'intéresser aux trajectoires de vie des prêtres catholiques homosexuels, ça implique de considérer leur parcours comme un ensemble de processus qui mènent à adopter des trajectoires doublement déviantes vis-à-vis des normes sociales. Parce qu'en effet, dans une société qui est encore traversée par l'ordre hétérosexuel dominant, s'identifier comme homosexuel relève encore d'une attitude déviante vis-à-vis de l'identité attendue par autrui, soit l'identité hétérosexuelle. Alors, je vais revenir maintenant euh, sur la, hum, la méthode que j'ai suivie, donc sur la méthodologie. Ce qui est sûr, c'est que enquêter sur la sexualité de prêtres catholiques euh, homosexuels, hop, allez, attendez, hop, je vais vous remettre, ça bug un petit peu, je suis désolé. Donc voilà, je reprends. Enquêter sur la sexualité de prêtres catholiques conduit à un constat ambigu. Comment parler de sexualité dans un univers où le sexe est un thème tabou, à cause bien évidemment donc des restrictions auxquelles doivent faire face les religieux catholiques, mais plus généralement aussi à cause de la réticence à parler de sexualité de façon plus globale dans le champ catholique. Alors c'est sûr qu'il a fallu réfléchir au meilleur arsenal méthodologique possible pour y arriver. Puis dans ma recherche, j'ai longuement réfléchi aux enjeux éthiques, aux ajustements nécessaires pour aborder un sujet aussi sensible que la négociation identitaire de prêtres catholiques homosexuels. J'ai vraiment apporté une attention particulière à la gestion des relations avec les enquêtés que j'ai pu rencontrer, aux asymétries aussi de la relation d'enquête, ainsi aussi qu'aux émotions et aux attentes des personnes que j'ai rencontrées. Puis j'ai vraiment cherché aussi à adopter une posture réflexive qui m'a permis d'interroger l'impact des choix méthodologiques et éthiques sur la production du savoir euh, pour concilier au mieux en fait rigueur scientifique et respect des personnes que j'ai rencontrées. Alors, mon échantillonnage, rapidement, je l'ai construit selon le principe dit de la boule de neige. Donc, en fait, la méthode que j'ai employée, elle consistait à mener deux, voire trois entretiens biographiques longs par répondant pour un total d'environ 3 heures par entretien. En tout, j'ai rencontré 17 prêtres ou anciens prêtres ou anciens séminaristes. Donc, en fait, parmi ces 17 personnes, 9 étaient encore en service au moment des entretiens. 6 avaient quitté la prêtrise
et 2 étaient d'anciens séminaristes qui n'étaient donc pas allés jusqu'au bout de l'ordination. Et donc la majorité de ces hommes sont nés et ont exercé au Québec, puis 2 des 17 répondants que j'ai rencontrés, eux, étaient nés en dehors du Québec et ont grandi en contexte francophone minoritaire. Puis ils ont ensuite rejoint le Québec au cours de leur formation ou de leur ministère sacerdotal. Et donc au moment de l'entretien, les participants à l'enquête étaient âgés de 36 à 85 ans. Alors, c'est ce qui nous amène dans le cœur maintenant des résultats de ma recherche. Donc, je vais vraiment m'attacher maintenant à décrire ce que j'entends par carrière sacerdotale homosexuelle. Alors, c'est sûr que hop là. Le modèle séquentiel des carrières, c'est ce modèle qui m'a semblé le plus pertinent au fur et à mesure que les entretiens s'accumulaient. Parce que les enquêtés, ils racontaient en fait leur homosexualité sous des traits proches des récits que l'on trouve dans les travaux interactionnistes, notamment chez Becker. Euh, donc on retrouve en fait le champ lexical de la découverte, de l'apprentissage, de l'adaptation, de la familiarisation, puis de la maîtrise. Donc finalement, dans l'analyse des récits que j'ai fait des enquêtés, euh, depuis leur expérience, bah, en fait, ça m'a permis d'identifier 4 grandes phases qui caractérisent leur parcours. Puis ces phases forment ce que je désigne donc comme la carrière sacerdotale homosexuelle. Et donc c'est ce que je vais maintenant m'attacher à décrire. Avant ça, j'aimerais donc revenir sur euh, l'avant-carrière. Donc en fait, comment définir le début de cette carrière sacerdotale homosexuelle. Finalement, pour décrire ce début, ça implique d'explorer 2 dimensions centrales. À la fois la découverte de l'homosexualité et la découverte de la vocation. Et en fait, ces 2 commencements, ils sont marqués par une grande élasticité temporelle. Ils s'étendent en fait de l'enfance à l'adolescence, voire apparaissent en fait à l'âge adulte pour certains répondants ayant découvert leur vocation tardivement. Euh, En fait, ces 2 dimensions, elles s'influencent mutuellement. La prise de conscience de leur homosexualité vient structurer leur rapport à la vocation, et inversement, leur vocation façonne leur perception de leur propre homosexualité. Tous les récits, en tout cas des répondants, partagent un point commun, comme je vous l'ai mis à l'écran, un moment de bifurcation. Et ce moment, il marque donc une transition clé qui est caractérisée notamment par un sentiment de décalage par rapport à leur environnement social. Et ce décalage, il se décline, comme je l'ai mis à l'écran, selon 3 facteurs. Une non-conformité de genre, une absence d'attirance pour le sexe opposé et des interactions avec des figures repoussoires qui viennent renforcer leur attitude, enfin leur altérité euh, perçue. Alors, euh, donc, face au sentiment de décalage ressenti, et à la stigmatisation sociale de leur orientation sexuelle qu'ils découvrent, en fait, les répondants vont développer des stratégies de protection qui sont souvent centrées sur la recherche de modèles identitaires positifs. Et en l'absence de figures homosexuelles valorisées, ils trouvent dans la prêtrise une alternative gratifiante et socialement valorisée. La prêtrise leur offre une réponse légitime à leur décalage ressenti, ce qui leur permet de canaliser leurs tensions identitaires tout en échappant aux soupçons liés à leur propre homosexualité. Mais l'identification au rôle sacerdotal, il ne faudrait pas le réduire simplement à leur orientation sexuelle. Parce que, outre la gestion de leurs tensions identitaires, ces hommes, ils sont également motivés par des éléments qui lui sont indépendants, Euh, notamment un engagement spirituel profond, l'attrait pour les prérogatives liées à la fonction sacerdotale en tant que telle, ou motivés par une quête de transcendance. Donc, l'ensemble de ces motivations, combinées à la dimension identitaire, bah, ça dessine finalement un tableau complexe, où vocation et homosexualité viennent s'entrelacer de manière assez unique. C'est ce qui m'amène donc dans la première phase de la carrière sacerdotale homosexuelle, celle de l'entrée en tant que telle. Donc là, dans cette phase, j'ai cherché vraiment à rendre compte des conditions qui rendent possible l'entrée dans cette carrière, en identifiant donc les facteurs qui permettent cet accès. Euh, En fait, le récit des répondants, il permet de dégager 2 types d'entrées dans la carrière, que j'interprète ici à travers une grille de lecture weberienne idéale typique.
Donc, il ne faut pas prendre ces parcours comme figés, totalement. Le premier type d'entrée que je mets de l'avant, c'est celui que je qualifie de refuge, et il concerne 10 des 17 répondants, donc soit la majorité d'entre eux. Puis ce type de commencement, il représente une stratégie, consciente ou inconsciente, consistant à utiliser le sacerdoce comme un moyen de contourner la norme hétérosexuelle, évitant en fait ainsi de s'engager dans une vie conjugale hétéronormée. Plutôt qu'un malaise vis-à-vis de leur orientation sexuelle, en fait, ce que les répondants ont expliqué, c'est qu'ils ont évalué finalement les coûts et les avantages de ne pas dévoiler leur désir homosexuel, qui n'étaient pas toujours explicitement étiquetés comme tels à ce moment-là de leur parcours. Puis le commencement du type refuge, je le caractérise par trois indicateurs principaux que je vous ai résumés ici à l'écran: l'évitement, la normalisation et la reconnaissance. Alors rapidement, évitement, ce qui ressort en fait des témoignages, c'est qu'une fois leur attirance pour les personnes du même sexe identifiée comme socialement stigmatisées, ces répondants vont mettre en place des stratégies d'évitement. Euh, Vont gérer des tensions identitaires qu'ils peuvent ressentir en rejetant, par exemple, leur orientation sexuelle ou en maintenant un secret strict autour de leur homosexualité, parfois même sans la reconnaître en tant que telle explicitement. Alors ça ne veut pas dire pour autant qu'ils n'expérimentent pas leur homosexualité activement. Normalisation, donc là, en fait, la prêtrise devient un moyen pour eux de normaliser leurs différences en fournissant une couverture sociale acceptable face aux attentes hétéronormatives. Et enfin, reconnaissance, donc la vocation sacerdotale leur offre un espace valorisé où ces hommes peuvent trouver reconnaissance, valorisation, ce qui pouvait leur manquer auparavant. Le second type d'entrée que je dégage, donc je le qualifie d'intégration, et lui, il concerne donc 7 des 17 répondants, et il s'appuie là plus sur une logique d'articulation. En fait, ces répondants n'ont pas cherché à éviter leur orientation sexuelle, et celle-ci n'a pas joué un rôle si déterminant dans leur décision de s'engager dans la prêtrise. En fait, ce type d'entrée, il ne relève pas d'une stratégie de contournement en tant que telle de leur orientation sexuelle, mais plutôt d'une tentative d'articuler la découverte de leur homosexualité avec celle de leur vocation. Et là, dans ce contexte, leur homosexualité va davantage être perçue comme une composante de leur identité, qui a pu subtilement influencer la manière dont ils ont appréhendé leur sacerdoce et vécu le processus de discernement vocationnel. Puis là, la prêtrise leur permet de donner un sens à l'absence de vie hétérosexuelle active. Et ce commencement de type intégration, j'ai identifié à partir de deux indicateurs principaux que je vous ai mis ici, celui de l'authenticité et de la validation. Alors, authenticité, en fait, ces prêtres, et, ces répondants, ils expliquent donc insister sur la sincérité de leur vocation, qu'ils ne perçoivent donc pas comme un moyen de dissimuler leur homosexualité, mais bien donc d'une profonde conviction d'être faits pour la prêtrise. Puis là, dans ce cas-ci, leur absence d'attirance pour le sexe opposé a été interprétée comme étant un des signes de leur appel à devenir prêtre. Et enfin, donc, validation. Donc, en fait, ces répondants, ils ont cherché la validation de figures religieuses de confiance qui les entouraient, euh, en identifiant donc des autrui significatifs pour les aider à intégrer leur orientation dans leur vocation sans conflit majeur. Alors, donc ça, c'était pour la première phase. On arrive donc dans la deuxième phase de cette carrière, celle que je caractérise donc de l'apprentissage. Donc l'apprentissage, euh, donc l'apprentissage, en fait, cette phase, c'est une phase plutôt d'immersion, d'exploration, où les répondants s'engagent vraiment là pleinement dans le milieu ecclésial. Pour la majorité des répondants, en fait, soit 14 d'entre eux, cette phase, elle prend place au grand séminaire. Et pour les 3 autres répondants, qui ont d'abord emprunté une trajectoire monastique, heu, ces répondants vivent cette deuxième phase au sein de communautés, cloîtrées. En fait, cette phase, elle se caractérise par 2 facteurs, celle de l'intégration des normes ecclésiales et ensuite le développement de stratégies pour faire face à ces mêmes normes. Alors en fait, les répondants, vont être confrontés, dans cette phase au défi d'équilibrer, les exigences de leur vocation avec, la gestion discrète de leur identité sexuelle. En fait, ils doivent apprendre à se conformer
aux vertus, par exemple, de la chasteté, de l'obéissance, de la modestie, une exige corporelle adaptée à leur futur rôle de prêtre, tout en adoptant des stratégies de dissimulation de leur homosexualité. Et là, la continuité de leur carrière sacerdotale repose vraiment sur la maîtrise des pratiques du secret, lesquelles touchent tous les aspects de leur vie quotidienne. En fait, l'immersion dans l'ordre ecclésial constitue une seconde bifurcation dans la carrière des répondants qui succède donc celle marquée donc par la prise de conscience de leur décalage qu'on a vu dans la première phase. Là, cette période, vraiment, cette deuxième phase de, de, de leur carrière, vraiment marque pour certains répondants euh, le début également de l'acceptation de leur orientation, tout en adaptant en fait la gestion vis-à-vis de leur homosexualité, une gestion discrète, donc ils l'adaptent aux attentes de l'institution. Et là, c'est vraiment important de comprendre que euh, si les types de commencement que j'ai précédemment définis, là, refuge et intégration, si vous vous souvenez bien, euh, ces types de commencements peuvent influencer la manière dont les répondants viennent aborder cette deuxième phase. En fait, cette distinction de profil va s'atténuer au fur et à mesure de l'apprentissage des techniques de gestion discrète de leur homosexualité. Donc, en fait, au fur et à mesure de leur progression dans leur formation sacerdotale, ces différences entre ces profils viennent donc s'effacer, rendant la gestion identitaire de plus en plus fluide et moins strictement liée à leur profil d'entrée en carrière. Finalement aussi, ce que l'analyse des trajectoires des répondants met en lumière, c'est l'importance cruciale du cadre de formation. Euh, alors, est-ce que je vous l'ai mis? Oui, si je vous l'ai mis ici, je vous laisse sur cette slide. Et donc, en fait, vraiment, le cadre de formation des répondants va vraiment euh, influencer en fait tant en fait le contexte de formation que le contexte aussi générationnel. Cet ensemble de contextes va avoir un impact majeur sur la manière dont ces hommes vont intégrer et interpréter les attentes institutionnelles tout au long de leur carrière. En fait, parmi les 17 répondants que j'ai rencontrés, 6 ont été formés au Grand Séminaire de Montréal, 4 à celui de Québec, 4 à Ottawa, et 3 ont suivi une formation monastique. Ceux formés à Ottawa et à Québec viennent décrire leur séminaire comme plutôt progressiste, alors que le Grand Séminaire de Montréal va être décrit et perçu comme plus conservateur. Et en fait, les prêtres qui ont été formés avant le milieu des années 80 ont été davantage influencés par les réformes du Concile de Vatican II, par les apports aussi des transformations sociales et culturelles de la Révolution tranquille. Et l'ensemble de ces répondants décrivent un catholicisme plus ouvert au dialogue, plus ouvert aussi à la réflexion intellectuelle. En fait, les répondants les plus âgés là, que j'ai rencontrés évoquent vraiment cette période d'effervescence intellectuelle où les débats sur l'avenir de l'Église étaient fréquents, ce qui favorisait donc vraiment ce climat de dialogue dynamique. Mais en revanche, en fait, les répondants de la génération qu'on appelle Jean-Paul II, donc ceux qui sont ordonnés depuis le milieu des années 80, début des années 90, euh, témoignent d'une formation beaucoup plus stricte et d'une moralité plus rigide, notamment en matière de moralité, moralité sexuelle ou donc en fait les questions par exemple liées au célibat. En fait, ces répondants, ils relatent donc beaucoup moins de discussions ouvertes sur les prescriptions du magistère catholique, mais aussi en fait des conceptions plus rigides et plus strictes du rôle de prêtre que leurs prédécesseurs. Donc cette fracture générationnelle qui a pu être observée dans d'autres contextes que celui du Québec, elle se manifeste donc peut-être de manière moins tranchée qu'ailleurs au Québec, mais les particularités du catholicisme euh, en fait vis-à-vis là, de cette fracture générationnelle se font quand même sentir dans les transformations donc, du catholicisme québécois, ce qui vient vraiment influencer les pratiques, puis les valeurs des prêtres, les amenant donc à naviguer entre des visions distinctes de la vocation. Donc là, finalement, leur expérience au séminaire vient, en fait, le grand séminaire agit comme une véritable école professionnelle du sacerdoce, où la stricte conformité aux normes ecclésiales est attendue, et repose sur une surveillance formelle ou informelle et une culture donc de la discrétion, ce qui impose aux séminaristes
de maintenir une espèce de façade sociale conforme pour éviter sanctions et soupçons. En fait, cette pression, elle est particulièrement forte, heu, aussi, dans les monastères, pour les trajectoires des 3 répondants qui ont pu suivre, une trajectoire monastique à leur début. Hem, Trajectoire où, ces hommes décrivent que le silence sur les questions autour de la sexualité vraiment domine et eux aussi, pour échapper aux soupçons, certains, voilà, vont, adopter une surperformance, de leur rôle, affichant donc une conformité exagérée aux attentes institutionnelles, une stratégie là vraiment de maîtrise des impressions. En fait, les prêtres, heu, c'est surtout en fait les prêtres du type refuge qui, décrivent subir, davantage cette pression alors que ceux du type intégration, vont adopter un conformisme peut-être plus nuancé et tenter en tout cas de préserver une certaine cohérence, intérieure sans surjouer les normes ecclésiales. Et donc une fois, immergés donc dans ce milieu ecclésial, les prêtres, que j'ai rencontrés expliquent avoir, développé, des stratégies, pour s'adapter, pour gérer, les tensions entre leur orientation et les normes de l'Église. En fait, ces stratégies, elles sont, fondées, sur l'interaction entre identité pour autrui et identité pour soi. C'est ce que je vous, mets ici sur cette, slide et donc en fait, ces stratégies, elles permettent de concilier les différentes facettes de leur identité. En fait, l'identité pour autrui renvoie davantage à l'image du séminariste exemplaire, imposé par les responsables de formation et le clergé, qui veille au respect donc heu notamment par exemple de, l'excise corporelle, de la chasteté, le célibat, le respect en tout cas de ces normes. L'identité pour soi quant à elle, donc en fait ça reflète plutôt les perceptions personnelles, les désirs, les dilemmes, individuels des prêtres face à leur propre homosexualité. Et là, la divergence entre ces identités vient créer un décalage que, les prêtres doivent gérer, souvent par des stratégies donc qui visent à minimiser la dissonance ressentie. Et j'ai identifié 4 grandes stratégies de faire face, en tout. Donc, c'est les 4 grands types que je vous ai, résumés ici à l'écran. Alors, celle de l'adhésion, tout d'abord, stricte aux normes. Donc cette stratégie, elle se caractérise par une adhésion, totale, à la fois en public, donc pour autrui et à la fois dans l'identité, pour soi, donc en privé, aux normes ecclésiales. En fait, hem cette, stratégie, elle est observée, notamment donc chez 4 répondants qui, durant leur parcours, cette stricte conformité va se traduire dans, une profonde conviction de la validité des préceptes moraux de l'Église. Ils perçoivent en fait ces règles comme essentielles à la vocation sacerdotale. Certains, expriment une forte adhésion même à la radicalité dans l'idéal sacerdotal. Une vision qui a parfois été même déterminante dans leur choix de la prêtrise. Pour certains, en fait, les coûts d'une expérimentation, sexuelle, semblent trop élevés comparés aux bénéfices, heu, que ça pourrait leur apporter, de, transgresser ces normes. En fait, leur engagement aux normes ecclésiales reflète vraiment une intégration profonde, de ces valeurs. Puis par ailleurs aussi la rigueur des études, le rythme de vie au séminaire, les maintenait vraiment concentrés, réduisant finalement les opportunités d'exploration et de transgression. Puis pour d'autres, aussi, cette stricte observance, elle a pu également se traduire par un refoulement de leur homosexualité, qui pouvait être encore présent chez certains des répondants à ce stade de leur carrière. Alors ensuite, la 2e stratégie, celle de la conformité apparente avec, des transgressions en privé. Donc là, cette 2e stratégie, elle est majoritaire chez les répondants. 13 sur 17, l'ont suivie. Et elle consiste vraiment en une conformité, publique affichée, aux normes, tout en transgressant les normes en privé. Donc finalement, ce que ces répondants expliquent, c'est avoir exploré leur sexualité discrètement, souvent lors de périodes de relâchement un petit peu de la surveillance. Donc ça peut être des périodes, par exemple de stage, en paroisse ou de stage à l'étranger. Donc période où la surveillance institutionnelle se réduit. Puis pour maintenir une apparence de conformité, ils vont user de tactiques comme, feindre l'hétérosexualité, performer une masculinité, sacerdotale, exagérée en alignant donc leur identité pour autrui avec donc les attentes de l'Église.
Troisième stratégie, celle de la transgression dite partagée. Donc là, cette stratégie, elle implique des transgressions semi-clandestines, visibles à un cercle restreint de séminaristes. Elle va engendrer donc finalement un double jeu, où l'apparence publique euh, de respect des normes cache finalement des écarts partagés entre pairs de confiance, ce qui vient là en fait exacerber les conflits internes. En fait, certains répondants font part de sentiments de culpabilité intenses face à, à l'application de cette stratégie. Certains vont même décrire dans les entrevues s'être punis physiquement après avoir transgressé, donc ce qui montre vraiment la profonde souffrance morale liée à ces dissonances identitaires. Puis ces répondants vont témoigner avoir eu des relations, par exemple, avec d'autres séminaristes. Et là, la transgression partagée devient vraiment un moyen pour eux d'affirmer leur identité sans risque majeur de sanction, en gardant la transgression avec des pairs de confiance. Et enfin, il y a celle donc de la quatrième stratégie, donc la transgression assumée. Donc là, elle se caractérise à la fois par un rejet euh, en, en public et aussi en privé des normes et une acceptation des conséquences sociales liées à ces transgressions. Finalement, en fait, contrairement là aux stratégies plus dissimulées que je viens de décrire, dans cette stratégie, les répondants ne cherchent plus à cacher leur non-conformité et vont même adopter une posture critique, ouverte face aux attentes institutionnelles. Pour ces prêtres, finalement, donc les normes de l'Église, puis en particulier celles liées à la continence sexuelle, ont perdu de leur pertinence. Et cette critique, elle concerne à la fois euh, donc leur identité pour soi, où ils vont reconnaître l'importance d'assumer leurs désirs et leur sexualité, mais aussi donc dans leur identité pour autrui, où il va y avoir une contestation frontale des attentes ecclésiales. Euh, En fait, certains répondants ont rapidement en fait, développé une distance critique au cours de leur formation, insatisfaits par l'absence de débat au sein de l'institution. Certains se sont tournés vers des lectures alternatives, remettant en question ouvertement les enseignements traditionnels de l'Église sur la moralité sexuelle notamment. Puis ces transgressions ouvertes ont mené certains prêtres, certains séminaristes à renoncer à leur cheminement vers l'ordination, ce qui a été finalement le cas donc de deux des répondants que j'ai rencontrés, qui ont donc exprimé un conflit intense entre leur identité pour soi et leur identité pour autrui, ce qui rendait finalement leur maintien au sein de l'institution insoutenable, et leur parcours s'est donc arrêté avant l'ordination. Donc voilà, en fait, analyser cette phase d'immersion et d'exploration, cette deuxième phase, en opposant simplement authenticité privée et artificialité publique des rôles, ça ne rendrait pas justice à la complexité euh, vécue par les répondants. En fait, plutôt qu'une authenticité rigide, ces répondants recherchent finalement une cohérence pragmatique, modulant leur degré de conformité ou de transgression selon le contexte. Donc en fait, leur défi dans cette phase réside moins dans la fidélité à une identité fixe que dans leur capacité à concilier de manière dynamique les injonctions du magistère et leur quête de cohérence personnelle. Donc, c'est ce qui m'amène à la caractérisation de la troisième phase, celle que je nomme de l'aménagement dans le placard ecclésial. Alors, dans cette phase, finalement, c'est la plus longue dans le temps. Euh, et elle débute finalement à l'ordination. Et c'est dans cette phase donc que les répondants vont développer une agentivité paradoxale. Puis finalement, ces prêtres vont être confrontés, une fois ordonnés, aux exigences du placard ecclésial. Ils se trouvent vraiment pris dans une double contrainte. D'un côté, ils doivent incarner publiquement les normes de l'Église, de l'autre, leur homosexualité entre en contradiction avec ces mêmes normes. Et donc, dans ce contexte, les répondants vont être contraints de développer là, des stratégies pour maintenir une cohérence entre leur rôle et leur homosexualité. Donc, ces stratégies, elles s'inscrivent dans la continuité de celles qu'on vient de décrire, qui sont mises en place dans la deuxième phase de leur carrière. Mais contrairement donc à cette deuxième phase, ces stratégies dans cette phase étaient encore plutôt exploratoires. La troisième phase de cette carrière, elle se caractérise par un engagement accru dans la dissimulation, sans défier explicitement les règles ecclésiastiques. En fait, ils vont investir le placard ecclésial
de manière à vivre leur homosexualité discrètement, tout en restant fidèles à leur engagement religieux. Et cette phase, finalement, je la caractérise par 2 facteurs. À la fois, l'euphémisation de la figure, de leur homosexualité et à la fois une sécularisation de leur rôle de prêtre. Donc je vais d'abord revenir sur l'euphémisation de leur homosexualité. Hem, En fait, pour les prêtres rencontrés, le coming out n'occupe pas la même centralité que pour, d'autres personnes homosexuelles. La plupart des répondants, heu, ont néanmoins quand même exprimé avoir ressenti à un moment donné le besoin de partager leur homosexualité avec des proches. Qu'il s'agisse de leur famille, de leurs amis, de collègues prêtres même ou même de paroissiens, de paroissiennes. Et pour ces prêtres finalement, la stratégie de dévoiler partiellement, leur homosexualité répond davantage à une exigence d'honnêteté envers eux-mêmes qu'à un besoin d'affirmer, et d'être reconnus, publiquement en tant qu'homosexuels. Et les témoignages de la majorité des répondants viennent mettre en évidence que le coming out donc ne se déploie pas selon une logique dichotomique de dedans ou dehors, heu, en dehors du placard. Puis en fait, en parallèle, les répondants, ils expliquent devoir composer avec un autre dilemme. Dans les lieux, gays, ils questionnent jusqu'à quel point partager leur statut de prêtre. Et là, en fait, c'est la dynamique du placard qui est ici inversée. C'est leur engagement sacerdotal qui pourrait avoir des conséquences sur leurs interactions sociales, où ils auraient besoin de se dévoiler comme prêtres. Dans des contextes, en fait, où la religion, peut être perçu comme un sujet tabou, ce qui est le cas en particulier en contexte québécois, où le catholicisme est historiquement associé à des discours oppressifs vis-à-vis de l'homosexualité. Donc en fait, dans les lieux, gays en tant que tels, c'est la prêtrise, c'est cette identité qui devient l'identité illégitime ou disruptive, source potentielle de rejet ou de stigmatisation. Donc la crainte de voir leur accès à ces espaces compromis incite finalement, la plupart des répondants à taire leur statut religieux. Les répondants sont, en fait, ouais, nombreux à fréquenter de façon plus ou moins assidue, des espaces de socialisation, gays, tout en étant pleinement conscients des risques que cela peut comporter pour leur statut sacerdotal. En fait, ils ne s'y engagent pas, ils ne s'y engagent en fait que lorsqu'ils estiment pouvoir gérer ces risques. Tels que le fait donc de se faire reconnaître ou, heu les sanctions, qui peuvent être associées à cette identification. Et donc face à ce risque, les répondants adoptent diverses stratégies de dissimulation pour, préserver leur anonymat, et la gestion de ce risque devient vraiment centrale dans leur adaptation à la vie sociale gay, jusqu'à influencer en fait leur manière de vivre leur homosexualité. Pour de nombreux répondants, puis c'est le cas surtout des plus âgés, la clandestinité, des lieux de socialisation gay, qui a pu longtemps caractériser ces espaces durant leur parcours, heu, cette même clandestinité donc leur a permis de concilier leur homosexualité avec, l'exigence de discrétion imposée par leur fonction sacerdotale. En fait, plusieurs des répondants les plus âgés évoquent, parfois même une certaine nostalgie, pour cette période de clandestinité. Les lieux privilégiés par ces hommes, hem ont, longtemps été ceux qui facilitaient des rencontres fortuites, ne nécessitant pas un dévoilement explicite de leur identité. Heu, on peut ici penser au sauna ou cinéma érotique ou certains, lieux publics, discrets. Certains répondants expliquent, s'être inventé, une fausse identité en fréquentant ces espaces, s'inventant un prénom, une profession différente pour préserver leur anonymat. D'autres se contentaient d'omettre des détails, se présentant, par exemple comme des travailleurs sociaux, des psychologues ou des professeurs au cégep ou au secondaire. Cette stratégie en fait de dissimulation, elle visait à maintenir leur intégration dans ces espaces, tout en évitant le stigmate associé donc à leur fonction sacerdotale, en évoquant leur statut qu'en cas de confiance établie avec leur interlocuteur. Mais au-delà des lieux gays et aussi donc avec, l'acceptation sociale, heu, le qui caractérise maintenant la situation, des personnes homosexuelles au Québec. Heu, la façon de fréquenter les lieux LGBT, a changé pour ces prêtres, surtout pour les plus âgés. Avec l'essor des applications de rencontres, certains prêtres ont trouvé de nouvelles façons de maintenir un lien,
avec leur homosexualité, tout en contrôlant davantage leur visibilité. En fait, cet attrait pour les formats de rencontres en ligne, en dehors des lieux de sociabilité ouverts, euh, elle est compréhensible pour les répondants. Parce qu'en fait, la majorité a témoigné avoir eu recours ou avoir encore recours à ce type de méthode de rencontre pour vivre leur sexualité et accéder à un marché sexuel plus diversifié que par les lieux qu'ils fréquentaient jusqu'à présent. En fait, les répondants utilisent des applications, des sites de rencontres. euh, ouais, la majorité d'entre eux, finalement, ils ont souligné les avantages de ces espaces pour eux en tant que prêtres. Euh, les avantages sont surtout donc, la rapidité, la spontanéité des rencontres sans engagement, l'anonymat et la discrétion de ces rencontres. Puis il est intéressant de noter que ces prêtres utilisent ces outils adoptant en fait une forme de gouvernement de soi en s'imposant des limites pour éviter tout excès, ce qui révèle finalement un processus de moralisation de l'usage des applications de rencontres. En fait, en tant que prêtre, ils se sentent tenus de maintenir une exemplarité, même dans ce contexte. Ce processus donc a abouti finalement à la formation d'un véritable habitus sacerdotal gay, une façon de vivre leur homosexualité discrètement et adaptée à leur réalité sacerdotale. Et donc la majorité des répondants expriment une forme un sentiment d'inadéquation et de malaise envers ce qu'ils désignent comme la communauté gay. Ils rejettent l'idée en fait d'être assimilés aux autres homosexuels ou d'adhérer à un sentiment communautaire partagé. En fait, ce refus, euh, on peut l'expliquer en partie par un désir de se distancier des comportements et figures qu'ils perçoivent comme repoussoirs, rendant difficile une identification positive aux personnes gays ou LGBTQ+, euh, dans leur ensemble. Cette posture, elle pourrait être interprétée comme une forme d'hétérosexisme intériorisé, où l'autodépréciation se manifeste par une aversion envers d'autres personnes homosexuelles. Euh, un auteur comme Décena remet en question en fait la conception contemporaine du vécu gay à travers notamment le coming out en introduisant une distinction entre le tacite et la non-verbalisation ouverte de la sexualité et le silence ou le secret. En fait, ce même auteur, Décena, soutient que le silence n'est pas nécessairement synonyme de dissimulation sans avoir besoin d'une affirmation explicite de soi. En fait, Décena euh, explique que ce vécu tacite de l'homosexualité peut être perçu comme une forme d'agentivité, où l'absence de dévoilement public ne traduit pas un hétérosexisme intériorisé, mais plutôt une manière alternative de vivre son identité. Et donc, dans ce contexte, le coming out ne devient pas la seule voie légitime vers l'affirmation de soi pour un homme gay. Alors moi, cette analyse, je la trouve particulièrement pertinente pour les répondants que j'ai rencontrés. Le choix de préserver leur rôle sacerdotal tout en menant une vie affective discrète s'inscrit vraiment dans cette logique que Desséna décrit comme le droit de ne pas tout dire. En fait, ces prêtres qui correspondent, à mon sens, au sujet tacite que Desséna décrit, parce que les répondants que j'ai rencontrés mettent vraiment en évidence cet enjeu de discrétion comme un moyen efficace pour eux de concilier leurs deux identités. Alors, la deuxième dimension importante dans cette troisième phase de leur carrière, c'est celle de la sécularisation de la figure du prêtre. En fait, les prêtres homosexuels que j'ai rencontrés, ils sécularisent la figure sacerdotale en intégrant leur orientation sexuelle dans leur prêtrise, ce qui vient en fait redéfinir leur propre conception du sacerdoce. Et là, plutôt que se limiter à dissimuler leur homosexualité, ces hommes, en fait, ils se réapproprient leur rôle sacerdotal. Et les frontières entre identité sexuelle et vocation religieuse deviennent ainsi en fait plus perméables, illustrant vraiment comment ces prêtres transforment leur pratique sacerdotale, non pas en dépit de leur orientation sexuelle, mais grâce à elle. Donc, les prêtres que j'ai rencontrés expliquent réinterpréter les normes de l'Église sur la sexualité, notamment l'homosexualité, qu'ils considèrent vraiment comme obsolètes. Donc, ce processus de distanciation, il est souvent marqué par un rejet de la culpabilité inculquée lors de leur formation. En fait, en s'écartant des discours discriminants, ils adoptent une approche beaucoup plus inclusive, s'inspirant de figures alternatives présentes dans l'Église qui valorisent compassion, acceptation euh, de soi et notamment de son homosexualité. Ils viennent élaborer finalement un rôle de prêtre aligné davantage sur leurs propres valeurs
s'éloignant en fait exigences, des strictes exigences en matière de célibat ou de continence sexuelle. Puis ce parcours de réappropriation identitaire, il témoigne vraiment d'une volonté de normaliser la figure du prêtre, en conciliant tradition ecclésiale et authenticité personnelle. Il est important aussi de souligner que la majorité des prêtres que j'ai rencontrés évoquent un épuisement professionnel lié à leur tentative de se conformer aux attentes sacerdotales. Donc en fait, là, la désacralisation de leur fonction de prêtre leur permet de relativiser ce même idéal en se rappelant qu'ils sont avant tout des hommes, ce qui réduit la pression et leur permet d'atténuer le sentiment de dissonance identitaire qu'ils peuvent ressentir, ce qui leur permet vraiment de vivre leur vocation de manière à ce qu'ils considèrent comme plus authentique. Donc, il ne faut pas non plus euh, comprendre cette désacralisation comme un rejet pour autant complet des normes ecclésiales. En fait, ces prêtres se positionnent davantage plutôt vis-à-vis des normes comme des idéaux à atteindre. Euh, les prêtres, ils optent aussi pour un véritable compartiment, une véritable compartimentation, une véritable ségrégation des rôles, où ils sélectionnent attentivement les personnes et les contextes propices pour partager leur orientation. Et là, dans ce processus, les prêtres que j'ai rencontrés décrivent trois groupes distincts. La famille, les relations cléricales et les laïcs, euh, chacun en fait exigeant une approche spécifique. Et là, les prêtres viennent évaluer les coûts et les avantages à se dévoiler euh, partiellement en tant que gay et décrire en fait, anticiper les réactions de chaque groupe distinct, anticipant donc les réactions pour minimiser les conséquences négatives associées à leur dévoilement. Alors, les échanges avec leur famille sur les questions de leur orientation restent souvent limités, même après qu'ils aient quitté leur fonction sacerdotale. En fait, dans les rares cas où les discussions ont pu avoir lieu, ces discussions elles s'établissent uniquement avec des proches perçus comme ouverts, partageant déjà une expérience similaire, comme un membre de la famille qui s'est dévoilé également comme gay. Puis cette sélectivité, elle permet aux prêtres de maintenir des relations harmonieuses sans risquer donc une stigmatisation. Dans leur relation avec leurs euh, collègues, le partage de leur orientation est encore plus circonspect. Les répondants décrivent un processus complexe de repérage pour déterminer quels collègues pourraient être des personnes susceptibles de bien recevoir la divulgation de leur orientation. Et là, les répondants expliquent anticiper euh, la réaction, donc que leur révélation sur leur homosexualité pourrait susciter. Euh, donc en fait, si le tabou et le secret sont présents, ils ne résident pas tant dans le degré plus ou moins grand d'acceptation de leur orientation, mais plutôt donc dans des formes d'hostilité anticipée. Et là, la majorité des répondants viennent souligner l'importance de l'interprétation des regards, des gestes, même de l'humour, comme des moyens particulièrement efficaces et utiles dans le contexte ecclésial pour aborder les questions de sexualité et de genre. C'est en fait une forme d'interconnaissance qui n'est pas sans rappeler ce qu'on appelle euh, dans la culture populaire le guédard, donc c'est-à-dire une sensibilité intuitive ou perceptuelle spéciale qu'auraient des personnes homosexuelles qui leur permettrait de détecter des caractéristiques identifiant d'autres personnes homosexuelles, laquelle reposerait essentiellement sur des stéréotypes de genre et des signaux qu'il faudrait savoir décoder. Alors, certains prêtres ont pu choisir de confier leur orientation à des supérieurs ou à des évêques, mais beaucoup préfèrent maintenir quand même un silence stratégique, conscient des conséquences variées que pourrait entraîner un tel dévoilement selon le positionnement de leur évêque ou de leurs collègues, ou des contraintes qui sont associées aux supérieurs hiérarchiques. Puis là, avec les laïcs, enfin, le dernier public qui émerge des, euh, de la distinction que font les prêtres, la discrétion reste vraiment la règle, même lorsque les prêtres perçoivent une ouverture chez leurs paroissiens ou paroissiennes. La plupart donc, ont décrit une forme d'autocensure pour éviter de susciter surprise, malaise ou même scandale. Parce que plusieurs préfèrent ne laisser paraître aucune information explicite quant à et, euh, quant à leur propre homosexualité. Euh, Certains vont malgré tout parfois utiliser des allusions dans leurs sermons, dans leurs homélies, pour exprimer des positions inclusives sans pour autant révéler leur propre orientation.
Et enfin, certains répondants ont choisi de se regrouper activement entre pairs homosexuels sous la forme d'associations. Cette stratégie, elle visait initialement à briser, en partie, la règle de la discrétion et de la gestion silencieuse de leur propre homosexualité. Donc il y a vraiment au cœur, hein, vous l'avez compris, de la dynamique de cette troisième phase de la carrière. Euh, En se regroupant, en fait, ils s'organisent, ils parlent du tabou, le nomment, le rendent visible. Certains ont pu même faire leur premier véritable coming out à cette occasion. Puis cette initiative, elle a pris forme au sein de l'association Agapé, qui a été active de 1993 jusqu'au milieu des années 2000, soit pendant près donc de 10 ans. Cette association, elle a compté deux antennes, l'une à Montréal, l'autre à Québec, et a rassemblé pas moins de 80 prêtres. Et cette association avait pour objectif de fournir un soutien auprès des homosexuels dans leur quête d'équilibre entre leur sacerdoce et leur orientation sexuelle. Alors au sein d'Agapé, donc Agapé, c'est l'acronyme de Association Gay Anonyme pour Prêtres exclusivement, mais qui fait évidemment référence à l'amour agapé, vous l'aurez compris. Donc les prêtres au sein d'Agapé trouvent un espace de cohabitation des contraires finalement, espace où ils peuvent être eux-mêmes, et cet entre-soi a permis à certains de trouver un équilibre entre leur identité sacerdotale et leur orientation. Et en fait, ce cadre a pu être un véritable levier pour l'acceptation de leur identité, renforcé par la présence donc de modèles qui incarnent positivement cette conciliation entre rôle sacerdotal et homosexualité. Et puis aussi, Agapé offrait une alternative au lieu de sociabilité homosexuelle, où ces prêtres ont pu se sentir parfois en décalage, comme je l'ai décrit tantôt, et répondaient davantage à leurs besoins de se retrouver entre personnes partageant des valeurs similaires, où la foi peut être aussi au cœur des discussions. Alors, contrairement à des groupes qui existent aux États-Unis comme Dignity ou David et Jonathan en France, Agapé n'avait pas pour vocation de militer pour une réforme doctrinale ou pour une inclusion accrue des personnes homosexuelles dans l'Église. L'association privilégiait vraiment davantage la discrétion, centrant son activité sur des échanges de conseils pratiques, de soutien personnel entre prêtres pour concilier orientation et vie sacerdotale, mais sans contestation publique de la doctrine. Une nette majorité refusait tout militantisme visible qu'ils percevaient comme incompatible avec leur engagement sacerdotal. Un répondant, en fait, résume très bien cette approche en expliquant on voulait juste être entre nous, sans bruit. Voilà, fin de citation. Euh, et donc, en fait, l'association n'existe plus. Elle a fini euh, par se dissoudre après des dissensions internes, justement sur les enjeux de militance publique. Et donc, en fait, le groupe a fini par se dissoudre au milieu des années 2000. Donc, enfin, c'est ce qui m'amène à la dernière phase de cette carrière, celle du maintien ou du départ donc, de ce que j'appelle, donc avec Jocelyn Tricou, le placard ecclésial. Donc là, maintien ou départ, c'est vraiment une dialectique entre vouloir maintenir le travail de discrétion et le pouvoir maintenir ce même travail qui s'avère donc vraiment central pour comprendre les dynamiques de cette phase. Deux trajectoires distinctes se dessinent. Donc, d'une part, ceux qui choisissent de maintenir leur engagement sacerdotal, continuant donc à se conformer en apparence aux exigences de la prêtrise, tout en gérant discrètement leur homosexualité. Et donc, d'autre part, les répondants qui optent pour un désengagement progressif vis-à-vis de ces mêmes exigences, ce qui les conduit finalement à quitter leur sacerdoce. Donc, ces parcours, ils sont fortement influencés par les idéotypes de début de carrière. Donc, si vous vous rappelez, intégration, refuge. Donc en fait, les prêtres qui poursuivent leur vocation appartiennent majoritairement au profil intégration, tandis que ceux qui quittent relèvent en fait du profil refuge. Et donc à partir de ces deux profils d'entrée en carrière, deux profils de maintien ou de sortie de carrière se dégagent, offrant là donc une grille d'analyse des modalités par lesquelles les répondants ajustent ou rompent leurs engagements en fonction donc de leur identité sacerdotale et sexuelle. Alors, le maintien dans l'engagement, il repose sur trois indicateurs principaux que je vous ai résumés ici. Celle de la naturalisation progressive des techniques qui permettent de préserver la conciliation identitaire, un désengagement progressif vis-à-vis de leur homosexualité, et enfin, en fait, la quête de motivation ou l'absence de démotivation à rester dans le ministère qui, sur les 15 répondants rencontrés,
qui ont été ordonnés, 7 étaient encore en activité au moment de l'entretien. Ces prêtres, en fait, ils ont réussi à trouver finalement un équilibre dans la gestion de leur orientation sexuelle et de leur fonction de prêtre. Donc, rapidement, routinisation des techniques. En fait, les répondants de ce profil, ils expliquent comment, avec le temps, les techniques de gestion de leurs identités deviennent vraiment presque des réflexes s'inscrivant en fait durablement dans leur être, leur permettant finalement de maintenir un équilibre, alors un équilibre parfois fragile, mais fonctionnel entre leurs deux identités. Euh, Ensuite, ces mêmes répondants donc, expliquent avoir euh, trouvé des motivations ou des démotivations à partir. En fait, les contraintes matérielles associées au ministère paroissial, notamment, jouent vraiment un rôle important dans la décision de rester. Ce que les prêtres engagés dans un ministère paroissial m'ont expliqué, c'est que on- ils ont pu trouver difficile de quitter leur sacerdoce en raison des incertitudes professionnelles s'ils étaient amenés à quitter et à perdre en fait aussi donc, le statut social qui est associé à leur statut de prêtre. Et donc face à ces réalités, les prêtres choisissent donc de préserver le silence partiel autour de leur identité sexuelle et de leur dissension avec l'institution pour éviter les conflits avec les fidèles. Cette discrétion, elle n'implique pas un reniement de leurs valeurs, mais plutôt un équilibre pragmatique qui permet à la fois donc, de préserver leur rôle et de rester fidèles à leur engagement sacerdotal. Et finalement, ce que ces répondants expliquent aussi, c'est un désengagement progressif vis-à-vis de leur identité homosexuelle, se traduisant par exemple par une moindre fréquentation des espaces gays, une réduction aussi de l'activité sexuelle, leur permettant finalement de revaloriser le célibat et la continence sexuelle. Donc ici, en fait, plutôt que de percevoir ces contraintes comme des sacrifices, ils les conçoivent plutôt en fait comme des choix libérateurs dans lesquels ils trouvent un certain apaisement, voire même une certaine satisfaction, ce qui vient vraiment renforcer leur engagement sacerdotal. Et cette réévaluation positive de la chasteté, elle leur permet de se conforter vraiment aux attentes de l'Église, tout en intégrant sereinement leur orientation sexuelle, ce qui leur procure finalement un sentiment de cohérence personnelle, d'harmonie avec leurs engagements religieux. Puis si ces prêtres, ils ont pu être tentés à un moment donné de quitter leur sacerdoce, ont pu y réfléchir sérieusement, leur motivation pour rester, elles se sont avérées finalement plus fortes. Alors enfin, ceux qui décident donc de quitter l'engagement sacerdotal. Oui. Il faut comprendre hein, que ces deux trajectoires ce sont des trajectoires idéales typiques. Donc, ce ne sont pas des trajectoires non plus figées. Puis cette trajectoire donc, de sortie du sacerdoce, qu'elle soit volontaire ou contrainte, dont j'ai identifié là aussi à partir de trois principaux facteurs que je vous ai résumés. Celui d'abord de l'épuisement associé à la gestion de la homosexualité, celui de la désillusion vis-à-vis du rôle sacerdotal, et enfin celui du désir de vivre une relation de couple. Ces départs, ils sont très souvent minutieusement planifiés. Euh, il y a vraiment une intégration de stratégies réfléchies pour faciliter la transition. Et là, parmi les 15 répondants, 7 avaient quitté le sacerdoce au moment des entretiens, et un autre envisageait sérieusement de le faire pour des raisons similaires. En fait, pour ces prêtres, le rapport coût-bénéfice du maintien dans le sacerdoce s'inverse comparé aux répondants qui maintiennent leur engagement. Les coûts émotionnels et psychologiques liés à la poursuite de leur ministère l'emportent sur les avantages. Et même s'ils sont conscients de la difficulté de quitter une institution aussi structurante que l'Église, ils perçoivent en fait ce départ comme un choix favorable, notamment pour préserver leur santé mentale, mais aussi pour mieux répondre à leurs aspirations personnelles. Donc, en fait, ces répondants, ils euh, témoignent d'un épuisement émotionnel et psychologique lié à la dissimulation de leur orientation sexuelle dans le cadre ecclésial, ce qui mène donc progressivement à leur décision de quitter. Ce choix, il n'est pas généralement motivé par un rejet de leur vocation, mais plutôt par une forme de lassitude face aux pressions constantes des injonctions à devoir rester discret. Et en fait, pour beaucoup, la difficulté de concilier leur identité personnelle et attendre de l'Église, elle devient vraiment écrasante. Et donc, quitter apparaît vraiment comme une nécessité. Ce processus de départ, donc, il se prépare sur un temps long. Les prêtres planifient méticuleusement leur transition, en grande partie en raison des contraintes du ministère paroissial que j'ai pu déjà évoquer. Puis, la plupart des prêtres
donc aussi témoignent de leur volonté euh, de vivre une vie de couple, une vie de couple plus épanouie. En fait, ce que la plupart des prêtres que j'ai pu rencontrer expliquent donc en fait que le célibat puis la continence deviennent avec le temps vraiment des contraintes insoutenables, euh, opposées vraiment à leur désir croissant de vie conjugale. Ce besoin, ils ont pu longtemps le réprimer, mais devient une inspiration irrépressible au fur et à mesure du temps. La solitude, notamment de leur état sacerdotal, les confronte avec une absence de soutien affectif, rendant le célibat de plus en plus pesant. Puis dans une société désormais aussi plus ouverte aux relations homosexuelles, ces prêtres choisissent d'abandonner les stratégies de dissimulation imposées par l'Église, préférant la transparence à un faux semblant qui menace leur équilibre mental et leur estime de soi. Et donc pour certains, quitter le ministère est une nécessité. Alors ça ne veut pas dire que ce n'est pas vécu parfois comme un échec. Euh, donc ça peut être le cas pour certains, tandis que pour d'autres, ils vont y voir plutôt un moyen de retrouver leur intégrité. Dans tous les cas, accéder à une relation de couple est perçu comme beaucoup plus gratifiante et stable, euh, et en fait leur permet aussi de normaliser leur propre rapport à leur homosexualité, d'atténuer leur sentiment de décalage avec la société, remettant en question leurs attributs donc distinctifs associés à la prêtrise, euh, attributs qui avaient pu initialement les attirer dans la vocation. Donc finalement, ce qu'on comprend, c'est que euh, la déviance la plus grave au sein de l'Église, ce n'est pas celle donc de transgresser les lois ecclésiales en matière de moralité, mais bien finalement en fait de mettre en cause leur légitimité. Et cette nécessité de ne pas faire scandale, elle est intériorisée par les prêtres homosexuels, même quand il s'agit de quitter, parce que la plupart m'ont expliqué que leur décision de quitter s'est faite vraiment dans la discrétion, sans, sans volonté de faire un grand éclat public vis-à-vis de leur départ. Alors, ce qui m'amène à la conclusion de cette présentation. J'allais attirer l'attention parce Euh, qu'il est 13h10 passé. Donc, si tu veux garder un temps de débat avec tout le monde, voilà, c'est de commencer à aller vers la conclusion. Mais on y est, c'est parfait. oui, ouais, c'est bon. Je suis désolé, c'est vrai que ça a pris un peu plus de temps que ce que j'aurais cru. Je vais essayer de faire vite. Oh, attendez. Hop. Donc, en conclusion, en fait, j'aimerais revenir sur le fait que donc pour ces prêtres, être homosexuel ne signifie pas nécessairement être gay au sens où l'entend Foucault. Donc si vous vous souvenez en introduction, car leur identité homosexuelle reste vraiment en tension avec l'exigence de conformer leur vie à des normes de discrétion et de silence qui leur est imposée par l'Église. Cette tension, finalement, elle les conduit à adopter une forme de vécu homosexuel tacite, ce qui leur permet vraiment de s'accommoder aux attentes ecclésiales tout en préservant leur orientation sexuelle. Finalement, si être gay au sens où l'entend Foucault, et plus largement au sens où l'entendent les discours de libération gay, leur est difficilement accessible, en fait, le parcours de, de ces répondants que j'ai rencontrés montrent qu'ils peuvent tout à fait être homosexuels au sein de l'Église catholique, en dépit des nombreuses contraintes qui pèsent sur eux. Voilà, donc c'est ainsi que s'achève cette présentation. Puis, ben, si vous avez des questions, je serai très, très curieux de pouvoir y répondre. Bravo Loïc et merci de cette présentation extrêmement riche de ton travail, d'un travail lui-même extrêmement riche. Et je sais qu'il y a des questions, parce qu'il y en a quelques-unes qui sont arrivées dans le clavardage. Donc, ce que je vais proposer, c'est qu'il y en a au moins une de Madame Poiret. On peut Mhm. peut-être commencer par vous, et puis par la suite, n'hésitez pas à lever la main ou prendre la parole. On est un petit nombre, donc c'est tout à fait gérable. Merci beaucoup pour votre présentation. Merci de me donner la parole maintenant parce que je vais devoir quitter pour une autre réunion dans 3 minutes. Donc, j'ai beaucoup apprécié votre présentation. Pour me situer, je travaille en milieu ecclésial depuis plus de 40 ans. Donc, je pourrais, avec vous, réfléchir sur un certain nombre de questions. Puis j'ai noté au fur et à mesure, justement, ces questions et j'en ai vraiment plusieurs. Mais par rapport à votre échantillonnage, Mhm. j'aimerais savoir comment vous l'avez constitué
d'une part. Puis ceux qui ont répondu à votre proposition de participer, par rapport à l'immense majorité de prêtres, avaient sûrement une certaine posture commune aussi. Parce que si vous avez lu Sodoma par rapport aux proportions, bon, puis d'autres ouvrages, d'autres articles, il y a un sociologue italien aussi qui a écrit là, sur de manière plus sérieuse que Sodoma sur l'homosexualité. Bon, on connaît les proportions. Puis j'ai aussi une autre question par rapport à votre échantillonnage, parce que vous avez parlé de prêtres diocésains, vous avez parlé de formation monastique, mais entre deux, il y a aussi le large nombre de ceux qui sont dans des communautés religieuses masculines de type jésuite, dominicain, franciscain, etc. Et donc, j'aimerais ça savoir, quand vous parliez de communautés monastiques, est-ce que vous les incluiez ou... bon, voilà. OK. Bon, ça fait plusieurs questions, mais merci beaucoup de toutes ces interrogations qui sont vraiment riches et stimulantes. Donc, pour répondre à votre dernière interrogation, dans le fond, dans la recherche, pour des soucis d'anonymisation, de respect de la confidentialité des profils, j'ai fait le choix en fait, de ne pas préciser les communautés d'appartenance. Donc, effectivement, oui. Il y a des prêtres réguliers, ce ne sont pas juste des prêtres séculiers, mais c'est vrai que voilà, par souci de confidentialité, j'ai préféré ne pas préciser à quelle communauté éventuellement ces prêtres pouvaient appartenir. Non, moi, c'est pas le type de communauté, c'est pas s'ils étaient réguliers ou séculiers, c'est parce que pour moi, il y a les prêtres diocésains, il y a les prêtres de communautés religieuses qui sont justement les réguliers, puis il y a les moines, et c'est trois catégories quand même différentes. Oui, là. bien sûr, bien sûr. Mais ce qu'il y a, donc, c'est que moi, la majorité des prêtres que j'ai rencontrés, c'est des prêtres qui étaient c'était des prêtres diocésains. D'accord. Et comme je l'expliquais, trois des personnes que j'ai rencontrées initialement avaient suivi une trajectoire monastique et avaient pu, en fait, par la suite, vouloir se tourner vers un ministère paroissial. En fait, le ministère paroissial était perçu pour la plupart des répondants comme étant comme leur permettant davantage de liberté finalement vis-à-vis de leur gestion identitaire dans la gestion vis-à-vis de leur homosexualité. Donc voilà, c'est sûr que c'est l'échantillonnage en fait au final, il est majoritairement constitué de prêtres diocésains. Donc ensuite, comment je l'ai construit? Initialement, comme je le disais, donc je me suis basé sur la méthode du boule de neige. Donc en fait, ça consiste en partant d'informateurs clés. Donc j'avais des contacts issus en fait pour la plupart de la recherche que j'avais pu faire pour mon mémoire de maîtrise, mémoire que j'avais fait sur Saint-Pierre-Apôtre, l'église Saint-Pierre-Apôtre, donc en plein cœur du quartier gay de Montréal. Ouais. Et durant cette recherche, j'avais rencontré des anciens prêtres qui, eux-mêmes, en fait, ont été les premiers que j'ai pu rencontrer pour cette recherche, où là, j'ai intéressé vraiment à leur vécu en tant que prêtre, moins à leur vécu en tant que paroissien de Saint-Pierre-Apôtre. Eux-mêmes ont pu me mettre en contact avec des hommes qu'ils connaissaient et ainsi de suite. Donc en fait, voilà, c'est pour ça qu'on appelle ça du boule de neige. Donc ça s'est fait comme ça. Mais très rapidement, je suis arrivé à une forme de saturation, on va dire, des données, parce que même en passant par des informateurs clés, même en passant donc, par des personnes de confiance, ces prêtres, enfin ces personnes n'arrivaient pas à convaincre les contacts qu'ils avaient pu identifier à me contacter, puis à vouloir participer à ma recherche. Donc très rapidement, en fait, je me suis heurté à un mur, et là, il a fallu vraiment que je repense ma manière de contacter les répondants que j'avais pu identifier. Et donc là, j'avais fait un appel à témoignages à la fois dans Fugue, donc un journal communautaire gay qui est distribué gratuitement dans les commerces du village, et à la fois aussi sur Présence Info, donc le site d'information religieuse. Donc en fait, cet appel à témoignage, ces appels à témoignage
ont relancé, on va dire, la machine. Et là, ça m'a permis d'accéder à des profils de prêtres que j'aurais jamais peut-être pu rencontrer. Parce que là, la, la distinction s'est faite en fait de façon vraiment claire. C'était sur la base du volontariat, donc ces prêtres me contactaient. J'avais juste fait un petit encart où je disais prêtre homosexuel recherché pour recherche, et il y avait mon adresse courriel qui était mentionnée. Mhm. Et en fait, dans cet appel à témoignage, je précisais que j'étais moi-même homosexuel. Donc, voilà, ça a été un enjeu aussi de Mhm. l'accès à des profils de répondants. Euh, Là, je l'explique de façon très, très succincte, mais le fait que je dévoile, on va dire, mon positionnement en tant que chercheur a vraiment été euh, capital, central dans Mhm. euh, le lien que j'ai pu développer en fait avec les répondants. Et ça a facilité finalement aussi leur acceptation de participer à la recherche. Donc en fait, le lien créé avec eux très rapidement, quand je contactais des personnes que j'estimais susceptibles de vouloir participer à ma recherche, parce qu'on m'avait mis en contact avec elles. Une des questions qui arrivait très rapidement, c'était de savoir, de comprendre quel était, moi, mon positionnement vis-à-vis du sujet que je cherchais à traiter. Et c'était moins le fait de savoir si moi-même j'étais catholique, ou si j'avais eu même éventuellement un projet de devenir prêtre, que de savoir si j'étais moi-même gay, qui était central en fait dans leurs interrogations. Et donc très rapidement, j'ai compris que il allait falloir que j'accepte, on va dire, de partager certaines informations sur moi-même. Et c'est que une fois que j'ai accepté, en fait, on va dire, de dévoiler, euh, de ne pas garder une neutralité rigide, on va dire, dans mon positionnement de chercheur, que là, j'ai pu accéder à des profils différents de prêtres et surtout réussir euh, à convaincre des prêtres de participer à ma recherche. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que d'autres personnes veulent intervenir? Euh, Ivens, allez-y. Merci beaucoup pour votre présentation. J'ai trouvé ça très éclairant. Euh, Quand vous avez décrit un peu l'expérience de ces prêtres, ça m'a fait beaucoup penser à un concept de Paul Ricoeur, l'excès de sens. Quand les normes religieuses dépassent la capacité des individus à les intégrer sans fractionner ou fragmenter leur identité. Mhm. Euh, Vous avez mentionné comment certains de ces prêtres-là ne se percevaient pas comme les autres homosexuels. Ils se distinguaient comme dans une autre catégorie à part. Je me suis posé la question, pour ceux qui ont quitté la prêtrise, est-ce que ce sentiment demeure le même ou est-ce qu'il y a un changement ou une évolution dans cette façon de se percevoir par rapport aux autres homosexuels qu'ils côtoient? C'est effectivement une bonne question. En fait, la plupart des prêtres qui ont quitté me témoignent toujours euh, d'une forme ouais, décalage par rapport en fait aux normes communautaires gays qu'on peut traditionnellement avoir. En fait, là, je parlais en fait du discours téléologique de libération gay tel qu'il s'est construit historiquement depuis les années 70, celui de l'affirmation, celui de la visibilisation, de la fierté identitaire, très clairement, même en quittant euh, la, leur, leur prêtrise. La plupart des répondants qui se sont désengagés de leur sacerdoce témoignent d'une façon vraiment très discrète de vivre leur orientation, et ce vécu tacite qui a pu vraiment les caractériser durant toute la durée de leur parcours sacerdotal, même une fois qu'ils quittent, ça caractérise aussi leur façon d'être gay. Donc en fait, c'est une façon pas moins valide, comme je disais, c'est là où je fais appel à des recherches comme celle de Carlos Decena, donc Decena qui s'est intéressé aux expériences, au vécu identitaire de jeunes hommes
cubains et haïtiens dans les communautés à Harlem, à New York, qui montrent en fait que dans ces recherches, pour ces hommes-là, la fierté identitaire gay, le discours théologique gay, euh, ne correspond pas à la fois à leur réalité d'expérience d'hommes latinos ou d'hommes caribéens dans la construction qu'ils ont eue vis-à-vis de leur propre homosexualité, mais aussi dans la façon de vivre leur intimité au sein même, en fait, juste des communautés dans lesquelles ils ont grandi, et que ce vécu identitaire gay, tel que eux le développent, se trouve en décalage vis-à-vis des normes communautaires gays traditionnellement admises dans les pays occidentaux. Euh, et en fait, j'ai trouvé cette littérature vraiment très pertinente dans le cas là, des prêtres que j'ai rencontrés, parce que eux aussi témoignent d'une autre façon d'être gay qui peut se trouver en décalage, peut-être moins aussi valorisée par les communautés LGBTQ+, euh, de façon plus globale. Un vécu où l'affirmation en tant que telle, la visibilité, la revendication, euh, là, dans le cas des prêtres, on l'a bien compris, est difficilement entendable. Pour ça, un peu que j'ai nommé euh, le titre de ma thèse, c'est l'impossible gay, c'est est-ce que finalement ces hommes, si on part du point de vue du discours téléologique de libération gay ou de ce qu'a pu dire Foucault, de ce que ce serait, entre guillemets, une identité gay euh, pleinement épanouie, est-ce qu'on peut les considérer comme des personnes gays à part entière depuis le point de vue de cette littérature ou de ces expériences-là? Et ce que montre en fait l'expérience de prêtre homosexuel, c'est que oui, ce discours-là euh, de libération gay, en fait, invisibilise aussi d'autres formes de vécu identitaire qui ne sont pas pour autant moins valides, et juste qui sont juste en décalage vis-à-vis des normes communautaires. Et finalement, ça pose la question de euh, quelle est la place qu'on peut donner et qu'on peut apporter aussi à des vécus qui ne correspondent pas, euh, schématiquement parlant, aux discours qui sont socialement valorisés dans les communautés. Alors c'est sûr que on trouve des distinctions, on trouve euh, des façons, enfin il existe hein, évidemment des groupes communautaires qui veulent faire changer un petit peu, montrer les limites un petit peu aussi des discours d'affirmation publique euh, tels qu'il peut y avoir dans les communautés gays, notamment au Québec, qu'il peut y avoir finalement des façons de vivre euh, son homosexualité de multiples façons, et pas juste centré sur ce discours de visibilité et d'affirmation. Mais ça reste que dans l'imaginaire collectif, oui, ce discours-là est très ancré, et finalement, ces prêtres, même en quittant, témoignent d'une difficulté d'assimilation et oui, et puis un décalage vis-à-vis des normes communautaires, euh, et identifier encore plusieurs figures repoussoires aussi, qui peuvent identifier donc dans la dynamique communautaire LGBTQ+, de manière générale. Je m'autorise peut-être une dernière question. Je ne veux pas prendre la parole de personne pour autant, mais moi j'avais une question. J'ai assisté aussi à la soutenance, hein, donc c'est une question que j'ai depuis aussi ce moment-là, à la brillante soutenance il y a quelques semaines. Et c'est vrai que tu travailles sur cette communauté, enfin sur ces prêtres catholiques de l'Église catholique du Québec. Et puis tu nous as introduit là, ta présentation avec un texte qui vient de la conférence épiscopale italienne. Mhm. Et je me suis posé la question, qu'est-ce que ça change ou pas pour ces prêtres d'avoir dû, entre guillemets, enfin, dû vivre leur homosexualité dans l'Église du Québec par rapport à d'autres communautés ecclésiales? On sait que c'est pas tout à fait la même chose quand même d'être
par exemple dans l'Église catholique du Québec, en Italie ou autre, même s'il y a bien sûr des normes communes à l'ensemble. Et si tu avais, enfin, tu en as touché un mot aussi, il y a Saint-Pierre apôtre, qui est cette paroisse qui a longtemps fait figure aussi un petit peu d'avant-garde ou figure de proue, hein, au-delà des frontières du Québec. Et donc, est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique ou différent, entre guillemets? Est-ce que tu as des éléments par rapport à ça dans ta recherche? Bah, c'est évident que le contexte québécois, le contexte catholicisme québécois est marqué par plusieurs spécificités. Et puis, je parlais tantôt des différences générationnelles, contexte générationnel. Ce qui est sûr, c'est que même si il y a cette fracture un petit peu, en tout cas qui revient dans le discours des répondants, entre répondants qui ont été formés avant, bah, qui ont été très influencés par l'héritage de Vatican II, versus ceux qui ont été davantage influencés par euh, le pontificat de Jean-Paul II et la théologie du corps, etc. Néanmoins, le catholicisme québécois, le contexte du catholicisme au Québec reste beaucoup plus pluriel et beaucoup moins marqué que dans d'autres contextes, que ce soit en Italie, que ce soit en France, par exemple. Il y a un chercheur qui s'appelle Philippe Portier qui a bien décrit le contexte français entre deux grands pôles identitaires, à la fois deux grands pôles qui caractérisent le catholicisme français, pôle identitaire, pôle d'ouverture. Le contexte québécois est moins marqué par cette dualité de pôles entre identitaire et ouverture. C'est un contexte quand même catholique beaucoup plus divers où le christianisme social avait encore un une certaine importance, hein. Bon, c'est sûr que là, on a vu avec la fermeture du centre Justice et Foi, la disparition de la revue Relation, ce qui était un des derniers vestiges de ce christianisme social, ce catholicisme social. C'est sûr que s'affaiblit, mais il a quand même été encore, enfin, pendant longtemps présent. On peut penser aussi au forum Andréno, qui sont un peu des témoins de cette contestation qui pouvait exister au sein du catholicisme québécois, contestation euh, des, des, euh, du magistère catholique sur notamment les enjeux reliés au célibat. On peut penser aussi à l'accès, l'ordination des femmes, les enjeux liés aussi aux divorcés remariés, etc. Euh, L'existence voilà, de ce débat interne au sein du catholicisme au Québec a certainement quand même pu aussi permettre à ces hommes que j'ai rencontrés d'avoir davantage de latitude pour vivre et mettre en place des stratégies de gestion de leur identité dans un contexte sûrement moins conservateur, euh, sûrement moins punitif, sévère à l'égard euh, des questions reliées là, à leur homosexualité. C'est sûr que dans d'autres contextes, sûrement que ça aurait été différent, sûrement que ça aurait été beaucoup plus difficile pour ces hommes euh, d'être prêtres et d'être à la fois homosexuels. Euh, le contexte québécois est traversé par cette pluralité. Elle a été en tout cas davantage tout au long de leur parcours que ça ne l'a été dans d'autres contextes. Donc, très certainement que oui, on reste avec un catholicisme au Québec davantage marqué encore par les héritages de Vatican II. Euh, la plupart des prêtres que j'ai rencontrés l'ont bien souligné. Et, et même si il peut y avoir des représentants d'un pôle plus conservateur au Québec, sûrement qu'il a eu moins d'influence et moins ce catholicisme au Québec est moins rigidement euh, distinct entre ces deux pôles identitaires qu'on peut retrouver dans d'autres contextes, dans d'autres pays, quoi. Voilà. Oui, une dernière peut-être question, monsieur Dieleman.
Oui, bonjour. Bonjour tout le monde. Désolé, je n'avais pas le lien pour la rencontre, hélas. Alors, je reste une question. Je ne sais pas si tu l'as touché, Loïc, dans ta présentation, mais si je regarde, par exemple, dans la société québécoise, au niveau des prêtres, on dirait que je vois déjà deux groupes différents. Je pense, par exemple, des prêtres un peu plus vieux qui ont vécu l'époque de l'émancipation, de l'affirmation sexuelle. Et puis, je pense aussi aux prêtres actuels, les jeunes prêtres qui rentrent maintenant. J'ai l'impression que c'est deux groupes différents, avec des perceptions différentes, peut-être aussi un encadrement ecclésiastique au Québec qui est différent aussi. Est-ce que tu as touché à ça aussi? Bah, ça rejoint un petit peu ce que j'étais en train de dire à l'instant, mais c'est sûr que moi, les distinctions générationnelles de formation se font sentir euh, dans les trajectoires, les expériences des répondants que j'ai rencontrés qui se sont fait ordonner le plus récemment. Euh, Très clairement, ils me décrivent une formation perçue en tout cas comme beaucoup plus conservatrice, rigide, notamment sur les questions morales, mais aussi sur la vision en fait que leur formation leur a donné du rôle de prêtre, une sorte de réactivation un peu de l'idéal sacerdotal qui avait pu être mis de côté euh, au moment de Vatican II. Mais néanmoins, je pense que je serais beaucoup plus prudent que ce qu'a pu décrire un chercheur comme Jocelyn Tricou, par exemple, dans ses recherches sur le contexte français, sur le type de masculinité et une sorte de, là aussi, réactivation de l'idéal sacerdotal en contexte français. Je pense que on le sent beaucoup moins quand même, en tout cas moi, dans ma recherche au Québec, de façon aussi poussée que dans le contexte français, par exemple. Euh, mais néanmoins, ce que des répondants ont pu m'exprimer, c'était voilà, cette rigidité très forte dans la formation, mais aussi eux-mêmes, ce sont des hommes qui viennent de milieux où l'homosexualité, ils venaient de milieux soit bourgeois, on va dire, ou euh, très conservateurs, où leur homosexualité était perçue négativement. Euh, donc en fait, les quelques répondants les plus récemment ordonnés que j'ai rencontrés viennent de milieux quand même assez. C'est peut-être voilà ce milieu aisé conservateur, ce milieu bourgeois conservateur est peut-être encore un des derniers bastions, on va dire, aujourd'hui, où quand on se découvre jeune en tant que gay, euh, des milieux aussi encore très catholiques, en tout cas très actifs dans la pratique catholique. Euh, c'est peut-être un des derniers bastions où se découvrir comme gay peut être vraiment associé à une forme d'impossibilité. Et donc, pour ces hommes, la fonction de prêtre a pu être aussi un moyen, voilà, euh, comme un autre, de s'émanciper de cette attente hétéronormative de devoir avoir une vie maritale, une vie conjugale avec une personne du sexe opposé, qui, être prêtre, pour ces hommes issus de tels milieux, pouvait être encore perçu comme une forme de prestige social, parce qu'ils viennent de milieux aussi où la pratique catholique, puis la figure de prêtre peut être encore perçue comme positivement, alors que dans le reste de la société, de façon plus globale, comme je le disais en introduction, la figure du prêtre est vue comme plutôt énigmatique. Et on a une forme de plus en plus d'incompréhension vis-à-vis de cette figure du prêtre qui est euh, illisible socialement à plusieurs égards. Je sais pas si ça répond à la question. Oui, en fait, je vois que c'est plus sérieux que je pensais. C'est pas évident, mais on voit nettement une différence, en tout cas. Mais je,
Je serais quand même plus prudent sur ces différences-là parce que j'ai pas envie non plus de généraliser. Les profils que j'ai rencontrés, la plupart des prêtres que j'ai rencontrés appartiennent quand même davantage à une génération qui qui sont fait ordonner, qui ont été formés avant Vatican II, après Vatican II, puis euh, avant l'accès à la papauté de Jean-Paul II. Donc là, sauf qu'après, on voit une nette transformation ensuite des contenus de formation dans les séminaires. Oui, c'est ça. Ce qu'on voit, je sais que j'ai vu ça aux États-Unis, ici, je ne suis pas trop sûr, mais que si les candidats sont gays, ils ne sont pas admis au sacerdoce. Alors, à ce moment-là, il y a vraiment un encadrement. Oui. Ouais. C'est clair. Ouais. Je pense qu'il y aurait de quoi discuter encore pas mal de temps. Ça, je pense qu'on avait peut-être pas mal de questions encore. Mais en tout cas, c'est une superbe présentation, Loïc. Hein. Je rappelle que donc nous l'avons enregistrée. Elle sera déposée sur YouTube dans les prochains jours. J'enverrai à tout le monde le lien pour que vous puissiez avoir accès à l'ensemble de la présentation et les échanges. Je vais arrêter justement l'enregistrement en te remerciant encore, Loïc, pour ta Merci présentation et beaucoup. le partage de toutes ces données. Merci beaucoup. Merci Bonne fin beaucoup. de journée.